Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau format. Notre média évolue, il fait peau neuve pour porter encore plus haut l'exigence du débat d'idées et la clarté de l'analyse. Pour inaugurer ce chapitre, nous abordons aujourd'hui une réalité que le monde tente de masquer sous le tapis d'un cessez-le-feu précaire. L'anéantissement méthodique de la vie à Gaza. Le monde observe un cessez-le-feu qui n'est en réalité qu'une gestion de l'agonie. À Gaza, le serment d'Hippocrate n'est plus seulement un engagement éthique, c'est devenu un acte de résistance puni de mort ou de torture. En ce mois de décembre 2025, le bilan de ce que je nommerai le médicalicide est sans précédent dans l'histoire moderne. Anéantissement des infrastructures. Plus de 95% des structures hospitalières sont désormais en ruine. Le système ne survit qu'à travers des unités de fortune avec un ratio critique de moins de 1500 lits pour 2,2 millions d'habitants. Le nettoyage a été systématique. Blocs opératoires, laboratoires et surtout les unités d'oxygène rendant toute chirurgie impossible. Massacre des soignants, plus de 1650 professionnels de santé ont été assassinés, une estimation basse si l'on inclut les secouristes et les étudiants en médecine déjà en service. Des piliers comme le cardiologue Marwan Al-Sultan ou le gynécologue Moussa Rafayet ont été délibérément ciblés. Arme de la pathologie, la famine est une réalité systémique. Plus de 80 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. Les épidémies de méningite et d'hépatite ravagent les camps où l'eau potable est devenue un luxe oublié. L'ONU prévoyait déjà que la totalité de la population serait en phase 5 de famine dès 2024. En 2025, avec l'effondrement des réseaux d'égouts, l'hépatite A et la polio réapparues sont devenues endémiques. La malnutrition touche désormais 90% des enfants de moins de 2 ans à des degrés divers. Amputation du futur, l'UNICEF a confirmé que Gaza détenait le record mondial d'enfants amputés par habitant. 10 amputations quotidiennes, souvent réalisées sans anesthésie. Beaucoup sont des amputations multiples de jambes ou bras et jambes, suite à des tirs de drones ou des effondrements. Pour décrypter la stratégie de l'ombre, j'ai l'immense honneur d'accueillir 2 intellectuels dont la parole est une boussole dans ce chaos. Christophe Oberlin, chirurgien des corps et des consciences, vous arpentez les hôpitaux de Gaza depuis des décennies. Vous en connaissez chaque bloc opératoire, chaque blessure, mais aussi les mécanismes juridiques internationaux que vous ne cessez d'interpeller. Vous témoignez de ce que le droit international nomme, mais ne punit pas encore. Et Gérard Haddad, psychiatre, psychanalyste et philosophe, votre regard nous est précieux pour sonder l'insondable, l'impact psychique de cette dévastation sur l'âme humaine et la profondeur de la résilience palestinienne. Vous nous aiderez à comprendre ce que signifie psychiquement de vouloir soigner quand l'environnement n'est que dévastation. Merci infiniment d'être nos invités. Merci. Christophe. Merci. Christophe, commençons par les faits bruts. En cette fin d'année 2025, le système de santé gazaoui est une nécropole. On a visé les couveuses, les stocks d'oxygène, les panneaux solaires. Ma question première, selon votre expérience de terrain, peut-on encore parler de dommages collatéraux quand l'infrastructure médicale est visée avec une telle précision chirurgicale? Est-ce une volonté de rendre le territoire physiologiquement invivable pour interdire tout retour de la population? Écoutez, la volonté, c'est celle des Israéliens. Je crois que c'est ceux qui manquent cruellement. Il y a un véritable blackout et on ne sait pas ce qui se passe réellement en Israël, ni auprès des responsables, ni auprès de la population. Il est clair qu'ils ne sont certainement pas insensibles au fait que ce pays ait été classé pour la 2e année de suite le pays le plus détesté de l'opinion mondiale. En ce qui concerne les destructions, bien entendu, tout ce que vous avez dit est malheureusement parfaitement exact, mais j'ai cette espèce de défaut. Je ne voudrais pas d'ailleurs me comparer à Mahmoud Darwish, mais il avait la même expression en disant qu'il avait un énorme défaut, c'est celui de toujours espérer. Voilà. Moi, je fais plus qu'espérer puisque je suis en contact sur le sujet qui nous occupe ce soir avec nombre de soignants et de responsables à Gaza. Et ils me tiennent au courant, je suis tenu au courant, parfois même très rapidement.
eh bien, de toutes les initiatives qu'ils prennent. Et le grand défaut, entre guillemets, des Palestiniens, eh bien, c'est qu'ils sont viscéralement attachés à l'éducation. Dans toutes les histoires, dans tous les épisodes de ce drame affreux qui est en cours, eh bien, à chaque fois, l'éducation reprend le dessus. En 1992, quand par exemple Isaac Rabin a décidé de déporter au Liban 400 intellectuels, étudiants et universitaires du Hamas et du djihad islamique, eh bien, la première chose qu'ils ont fait après avoir installé leur tente, c'est de créer une université. Il y avait 17 professeurs d'université, 13 médecins, une soixantaine d'étudiants, et ça y est, l'enseignement est reparti. Et on apprend aujourd'hui eh bien, qu'une certaine forme d'enseignement n'a jamais cessé à Gaza, et que même dans le domaine médical, qui est notre sujet aujourd'hui, des diplômes ont été décernés. J'ai reçu, il y a un mois ou deux, eh bien, la photo d'un jury d'examen de chirurgie orthopédique où il y avait 11 membres du jury. Le président du jury, d'ailleurs, était un de mes anciens élèves. Je l'ai reconnu sur la photo. Et ils ont diplômé en chirurgie orthopédique 3 nouveaux chirurgiens généralistes qui avaient accédé à cette spécialité. Le baccalauréat a été passé il y a quelque temps et on a inauguré, ou plutôt on a établi l'enseignement de la faculté de médecine ces jours-ci avec toute une série d'étudiants et d'étudiantes qui ont été diplômés. Et je dois dire, cette faculté de médecine, elle m'est particulièrement à cœur puisque je vais à Gaza depuis 2001, 3 fois par an, et cette faculté a été créée justement en 2001. Donc j'ai suivi les progrès, j'ai bien connu les doyens, Mofid Moukalalati qui malheureusement est décédé, Omar Salwa Perwana qui a été assassiné 15 jours après le 7 octobre par un tir ciblé entre guillemets qui l'a tué, ainsi que sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. C'est-à-dire que le projet génocidaire existait dès le 7 octobre et même peut-être avant. Salwa Perwana a fait partie de toute cette série d'universitaires qui ont été attaqués systématiquement et tués dès le début de cette terrible bataille de Gaza. Alors l'intention, elle est là, mais en même temps, eh bien, la résistance est toujours là. Et ce qui reste quand on a tout détruit, ou 90%, eh bien, ce sont des milliers de soignants, des milliers de médecins, d'infirmières et de soignants de toute spécialité qui sont là et qui ont leurs compétences. Et qui donc, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, eh bien, dès qu'il y a un local de fortune à disposition, un groupe électrogène qui fonctionne, un peu de pétrole, de l'eau, eh bien, on réinstalle une salle d'accouchement, on réinstalle une salle d'opération. Et ces jours-ci, eh bien, le département d'accueil des urgences de l'hôpital Shifa a été réouvert, pas dans le département de 300 mètres carrés que j'ai connu, qui était une véritable usine créée pour accueillir des afflux massifs de blessés, mais dans un bâtiment annexe que je n'ose même pas citer parce que on sait qu'aujourd'hui, même je crois que je ne citerai peut-être le nom d'aucun médecin vivant, car ils constituent de véritables cibles. Et ça, c'est véritablement la honte de l'humanité. Merci Christophe. Justement, vous l'évoquiez, Gaza avait réussi, malgré les 17 ans de blocus, à former une élite médicale brillante. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une tentative délibérée de décapiter le savoir gazaoui pour les 50 prochaines années, ou, comme vous le disiez, l'espoir est là parce qu'il y a une forme de résilience et de résistance de ce peuple palestinien? Il y a plus que l'espoir, les faits sont là. Par exemple, l'utilisation au maximum de l'informatique a débuté dans l'enseignement à Gaza avant même qu'elle se soit développée dans ma propre faculté de médecine, tout simplement parce que nous n'avions pas besoin de ces outils, il n'y avait pas un besoin criant, mais dès le début des années 2000, la vidéo a fonctionné, l'enseignement à distance a fonctionné, y compris avec l'étranger, l'utilisation du téléphone portable dès que les téléphones un peu sophistiqués sont apparus, les dossiers médicaux, à chaque seconde, eh bien, les étudiants peuvent contrôler sur leur téléphone, utiliser les banques de données internationales. Autrement dit, tout cela continue à fonctionner et il n'y a strictement aucune
chance pour Israël de faire disparaître l'enseignement et la formation des médecins et des infirmières à Gaza. J'insisterai notamment sur la formation des infirmières qui a débuté à la fin des années 90 et qui a abouti à une amélioration considérable des soins. De véritables professionnels sont arrivés dans les hôpitaux et j'ai vécu véritablement ce changement qualitatif au niveau des infirmières et des infirmiers. Finalement, la seule chose, on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider les hôpitaux? Malheureusement, ce n'est pas possible, mais la seule chose qui serait vraiment efficace, eh bien, c'est de donner des liasses de billets aux directeurs d'hôpitaux pour pouvoir payer leur personnel. C'est ça la réalité. Gérard, l'hôpital est dans l'inconscient collectif le sanctuaire ultime, le lieu où la mort est mise en échec. Ma question, quel est l'impact psychique sur une population quand le lieu du refuge devient le lieu du massacre? Est-ce une manière pour l'oppresseur de briser le père protecteur et de plonger tout un peuple dans une détresse infantile absolue? Écoutez, avant de vous répondre, d'abord, est-ce que j'ai vraiment une réponse? Je suis d'abord très admiratif par mon ami Christophe Oberlin qui peut parler comme ça, avec une certaine distance devant une horreur sans limite auquel nous assistons. Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que il y a une inversion des valeurs qui est absolument surprenante. Le métier de médecin, depuis des millénaires, est considéré comme auquel les Juifs ont beaucoup. C'était un métier juif pour beaucoup. Et il y a une inversion totale des valeurs, en ce sens qu'aujourd'hui, en Israël, la médecine, les médecins juifs sont dévalorisés. J'étais moi-même médecin à Beersheba et je voyais bien quel était le statut. Si bien qu'aujourd'hui, en Israël, ce sont les Palestiniens israéliens qui sont, une bonne partie d'entre eux, qui sont les médecins des hôpitaux israéliens. Ce sont des Palestiniens à la société israélienne qui assurent, parce que c'est un métier mal payé. Et alors, cette notion assez étrange, ce désastre que le sionisme provoque chez les Juifs, c'est la perte de nos valeurs. Par exemple, donc, la valeur, l'intérêt pour l'étude. Il n'y a plus chez les jeunes Israéliens le même intérêt que nous avons depuis des millénaires pour étudier. Ce qui compte, c'est l'armée, ce qui compte, c'est faire du business. Et j'ai de la famille qui m'ont dit à quoi ça sert d'étudier. Quand j'ai entendu ça, je me suis foutu une claque en me disant comment peut-on en arriver là, alors que c'était l'idéal dans ma jeunesse, dans une famille très modeste. Étudier, c'était plus important que le pain que nous mangeons. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de dire que nous dépassons toutes les limites de la barbarie. Chaque jour, je m'attends à une nouveauté dans la barbarie. Alors aujourd'hui, il y en a eu deux. La première, c'est que l'Israël noue des relations très étroites avec la Somalie, non pas pour créer des relations diplomatiques, mais parce qu'elle s'apprête à déporter elle espère déporter les Gazaouis en Somalie. C'est un des points de... Deuxième trait de barbarie que j'apprends aujourd'hui, mais d'abord, c'est la réinstallation de la peine de mort, qui sera réservée aux Arabes d'ailleurs, curieusement, et la création d'un nouveau type de prison qui serait entouré par des crocodiles. Le ministre de l'Intérieur, un nazi, qui s'appelle M. Ben-Gvir, a l'idée de créer des prisons entourées par des espaces d'eau, des étangs d'eau, qui seraient pleins de crocodiles, afin que, si jamais un prisonnier s'échappait, il serait dévoré par les bêtes. On se pose la question jusqu'où ira leur barbarie, leur monstruosité à cette espèce nouvelle qui est née, qu'on appelle donc ces sionistes. Et je suis très affecté personnellement par cela. Alors, quand même, je me pose la question, réfléchissons d'abord, le mot génocide a-t-il encore un sens? J'ai l'impression que le but de cette équipe, en tout cas, c'est pas le génocide, c'est l'extermination. On veut voir la disparition totale des Arabes, des Palestiniens,
l'idée d'être avec des gens qui ne sont pas tout à fait comme vous, bien que ils soient tout à fait comme vous en tant qu'être humain, pourquoi en étant arrivé psychiquement à cette situation de ne pas pouvoir supporter l'idée même de cohabiter avec des gens un peu différents avec vous. Alors moi, depuis des années, je travaille sur ces questions, si vous voulez, d'une part, de l'effet à long terme des traumatismes massifs. Aujourd'hui, le traumatisme que subissent les Gazaouis, les enfants en particulier, est épouvantable. Nous avons l'expérience par les descendants des gens qui ont été déportés dans les camps de la mort, d'Auschwitz et autres. Nous savons que les effets de destruction sur les psychismes, toute une pathologie nouvelle s'est créée chez les descendants des déportés. Il est très probable, et il faut peut-être inventer des nouvelles méthodes, que la descendance des Gazaouis, il y aura de gros problèmes psychiatriques qui se posent à eux. Avons-nous des méthodes? On a ce concept qu'on a inventé d'ailleurs dans les années 52, je crois, en Suède, du PTSD, du Post-Traumatic Syndrome Disease, qu'on applique à tour de bras. Il semblerait qu'en Israël, il y a 12 à 15 000 personnes qui sont traitées de PTSD. Mais pourquoi cette haine? Donc, j'ai construit une théorie que je publie prochainement. Quand on arrive à une telle haine radicale, sans limite, souhaitant la destruction totale d'un élément dont on oublie son humanité, c'est la question que j'ai appelée du double. Quand l'émergence possible d'un double provoque dans le sujet une terreur. Je l'ai moi-même vécu un jour dans un rêve, l'émergence. Je pense que pour les Israéliens, le Palestinien, c'est son double. Et il n'y a pas d'autre solution avec un double. On ne peut pas faire un contrat avec son double, on ne peut que le tuer. C'est ce qu'un écrivain portugais qui s'appelle José Saramago a bien illustré dans un de ses livres qui s'appelle L'autre comme moi-même, où il y a quelqu'un qui découvre son double, un acteur, et qui va le tuer. Bon, bref, et ça se répète à 2 reprises. Bref, je pense que le Palestinien apparaît aujourd'hui à l'Israélien comme son double. Tous deux aiment le même territoire, tous deux pensent être les légitimes propriétaires, si je peux dire, habitants de ce terrain. Il y a un phénomène en miroir qui est pathologiquement destructeur. C'est la théorie à laquelle je suis, à laquelle je travaille depuis avant l'affaire de Gaza, c'est bien que lorsque les événements se sont déclenchés à Gaza, j'ai tout de suite pris la position qui a été la mienne, parce que mes repères étaient assez bien installés sur ce plan-là. Je n'étais plus obnubilé par les questions classiques d'Ippienne et autres. J'ai compris que c'était la question du meurtre du frère. Ce qui se passe à Gaza, c'est le meurtre du frère et même la destruction du double. Alors, voilà ce que je peux dire. Récemment, j'ai reçu chez moi un petit Palestinien, près de 20 ans, je crois que c'est Christophe qui me l'a envoyé d'ailleurs, pour un certificat pour l'aider à avoir un droit d'asile pour faire des études d'infirmier en France. Après avoir fait son certificat, je lui ai dit, vous savez, moi, en tant que médecin, je ne suis pas gratuit. Je me fais payer. Il m'a dit, ah bon, et qu'est-ce que je vous dois? Je lui ai dit, un verre de thé que je viendrai boire chez vous à Gaza. Je voulais apporter cette note d'optimisme qu'un jour, on pourra retourner à Gaza, que cette barbarie va s'arrêter. Il m'a dit, mais volontiers. J'ai dit, attendez, 2 peut-être, 2 verres de thé. Ça sera le paiement de ma consultation. Il a accepté de me payer, donc, à crédit. C'était une petite plaisanterie. Mais sachez que la nouvelle qui a éclaté, à savoir qu'on a réouvert une université à Gaza, a provoqué en moi une émotion, certaine joie quand même, une émotion très forte. Comment peuvent-ils, dans la situation qui est la leur, sans locaux, sous les bombardements qui continuent, à tel point que même Trump a tapé un peu sur les doigts, pas bien méchamment d'ailleurs, de Netanyahou, en lui disant d'arrêter un peu ces petits bombardements qui
qui entraînent des morts par dizaines. Même s'il n'y avait qu'un seul mort, c'est déjà un mort de trop. Quand même, on a perdu le sens de la vie humaine. À Gaza, on tue 100 personnes en un week-end. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Et donc, c'est un moment de joie quand même pour chacun de nous qui sommes les amis du peuple palestinien et de voir que c'est comme une grande lumière, au moins une petite lumière qui s'est allumée à Gaza avec l'ouverture de l'université. J'ai regardé la vidéo de près avec une loupe et j'ai vu qu'au tableau noir ou blanc, je ne sais plus quelle couleur il était d'ailleurs, vert, ouverture de l'université coranique islamique de Gaza. Peut-être, me suis-je dit, ils vont leur enseigner le Coran. J'ai regardé le tableau, ce qui était inscrit, et ben c'était des symboles chimiques. Il y avait marqué Zn, c'est-à-dire le zinc, Cu, le cuivre. Donc c'était un cours de chimie. C'était vraiment un cours universitaire. Ce fut pour moi une grande joie. On va y revenir justement avec un peu plus de précision. Moi, j'aimerais aborder un cas particulier. En fait, c'est le cas d'Oussam Abou Safia, le corps supplicié de la science. En fait, nous devons nommer l'ignominie. Le docteur Hussam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, est rentré dans son 13e mois de captivité, plus de 370 jours. Il a perdu 40 kilos, il a les côtes brisées, une arythmie cardiaque non traitée et sa peine a été prolongée dans l'isolement total. Ma question, Christophe, prolonger la détention d'un tel homme dans un tel état, est-ce une forme d'exécution extrajudiciaire lente? Que vous disent vos contacts sur le sort des centaines d'autres soignants disparus dans les centres comme Zetiman? Écoutez, les bras m'en tombent et j'essaye de rester rationnel et je me pose la question de la rationalité d'actes aussi barbares. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Gérard parlait de la barbarie israélienne actuelle, mais je dirais que cette barbarie s'étend à tous ceux qui, comme notre pays, la soutiennent. Comment peut-on continuer à discuter, à protéger des dirigeants qui se comportent de cette manière? Avec l'affaire qui accourt actuellement, la France se situe en dehors du droit international. Quand le grand procès du 7 octobre aura lieu, ou le procès de cette guerre aura lieu, eh bien, les complices seront sur le banc des accusés. Il est probable que M. Netanyahou ou M. Trump seront morts à ce moment-là, mais d'autres plus jeunes, suivez mon regard, seront questionnés. Qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous continué à entretenir des relations, à livrer des armes, à procurer une espèce d'immunité totalement illégale, alors que l'arrestation de criminels contre lesquels des mandats d'arrêt ont été délivrés était de votre devoir, était légalement de votre devoir comme signataire des protocoles que l'on connaît. Là, pour moi, c'est la question obsédante. Pourquoi nos tribunaux continuent d'être encombrés par des pseudo-procès pour apologie de terrorisme, alors que la terreur à grande échelle, celle qui met le feu aux poudres planétaires, eh bien, est en face de nous et que nous l'observons avec indifférence, voire avec complicité. Moi, c'est cette forme de barbarie qui m'effraie quand j'écoute nos ministres des Affaires étrangères, des Affaires européennes, qui plongent dans l'ignominie en dehors même de l'illégalité. C'est quelque chose qui que plus que cette guerre épouvantable qui se déroule là-bas. Et dans le même temps, toutes ces déclarations odieuses, racistes, épouvantables de part et d'autre de la Méditerranée, vous ne me croirez sans doute pas, ou peut-être vous me ferez l'amitié de me croire, mais nos auditeurs ne me croiront pas. Je n'ai jamais entendu en 25 ans de déclaration de haine violente de la part de tous ceux qui m'ont accueilli, et notamment de leurs dirigeants politiques. Ils essayent de comprendre, ils essayent de s'adapter, ils résistent, et avec un certain succès, il faut bien le reconnaître, mais au prix d'un massacre effroyable. Et je dois dire que je pense que le nombre de syndromes post-traumatiques qu'a cité Gérard
tout à l'heure, est beaucoup, 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 beaucoup plus élevé. Parce que lorsque deux armées s'affrontent dans un conflit où généralement l'un a plutôt le droit que l'autre, eh bien, la motivation est légèrement différente. Là, elle est dramatiquement différente. Je ne peux pas imaginer que derrière les sionistes que nous connaissons, et nous en avons des très sévères que nous connaissons aussi bien Gérard que moi, je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y ait pas une énorme culpabilité qui va ressurgir un jour, qui va complètement bouleverser la vie de familles entières. Je pense que cet aspect des choses n'est pas du tout mis en lumière et je pense qu'un certain effondrement va se produire, car qui d'humain peut supporter d'accomplir, de soutenir des crimes aussi épouvantables? Donc je crois que la partie israélienne, tout ce que tu dis, Gérard, nous intéresse énormément parce que tu as vécu là-bas, tu as, comme les gens honnêtes, tu as modifié au contact du terrain ta vue sur un certain nombre de choses, tu connais les acteurs et c'est ça véritablement pour moi une question absolument très importante et à laquelle je n'ai pas de réponse. Alors, concernant l'effondrement, je serais moins optimiste. C'est vrai pour certains, il y en a un en particulier qui vient de marquer. Nous avons assisté à quelqu'un qui a été président du Parlement israélien, de la Knesset, qui s'appelle Avraham Burg, qui a été président de l'Organisation sioniste mondiale et qui a complètement changé. Lui, précisément, il a demandé, je pense que le sionisme est mort, il a demandé au moment de notre grande fête de Kippour à ce que dans les synagogues, on fasse une prière pour les enfants morts de Gaza. D'ailleurs, il y a eu des rabbins à New York, pas en France malheureusement, qui ont occupé le pont de Brooklyn le jour de Kippour pour prier pour la Palestine. C'est assez extraordinaire quand même. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Mais par contre, il y a une bonne partie pour qui je ne crois pas. Vous savez, quand on voit ce que... Prenons le cas du nazisme quand même, qui est très instructif. Des gens comme Barbie, qui ont torturé, qui ont commis les actes les plus atroces, des années après, ils n'ont pas flanché. Ils ont été tout à fait, ils ont continué. Le mécanisme psychique qui est en jeu, là, c'est ce que nous appelons avec Freud le déni. Il y a un déni qui a atteint un sommet. Il y a en France, par exemple, je connais des gens à l'université, en particulier en psychologie, en psychanalyse, une certaine dame qui est une grande spécialité, c'est l'opportunisme, prête à tout, et qui est maintenant, paraît-il, professeur de psychologie, je dis son nom d'ailleurs, qui s'appelle Céline Masson, qui d'ailleurs pas son vrai nom, elle s'appelait Hassan, mais comme Hassan, ça fait arabe, elle a changé, elle a mis Masson. Très bien pour elle. Elle a créé une association qui s'appelle RAA. Et cette association, son but, c'est de persécuter toutes les opinions à l'université, de créer, à cause d'elle et de ses acolytes, qui a une tentative bientôt de passer au Parlement d'une nouvelle loi pour condamner toute critique du sionisme comme antisémite. Une, paraît-il, brillante sociologue, pour ma part, son brillant m'échappe totalement, qui s'appelle Madame Eva Illouz, a fait une tribune dans Le Monde en disant critiquer Israël, c'est être antisémite. Le Monde et toute cette presse est tout de suite ouvert à toute cette littérature et à tous ces individus qui tiennent ces propos. Nous avons réagi, certains, avec une pétition qui comporte quand même plusieurs centaines de noms, en disant que nous ne sommes pas du tout d'accord. Il y a des centaines de milliers de juifs dans le monde qui sont antisionistes, en particulier des juifs ultra-orthodoxes, comme les gens de la tendance qu'on appelle les Satmar, qui réclament à corps et à cri un État palestinien. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos étonnantes à New York. Des centaines de milliers, des dizaines de milliers de gens qui manifestent avec leurs habits religieux
pour la création d'un État palestinien. Nous avons un monde juif totalement fracturé, c'est aussi une des tragédies de cette affaire, peut-être elle est mineure, pour certains elle ne l'est pas. Récemment, un rabbin m'a écrit, m'a dit, pourquoi vous ne venez pas à nos offices? Avant, j'allais aux offices. Je dis, je suis prêt à venir quand vous voulez, à la condition que vous vous désionisez. Nous prions Dieu, le sionisme n'est qu'une forme d'idolâtrie, c'est ce que dans la Bible on appelle le veau d'or. C'est un nouveau veau d'or. Évidemment, elle ne m'a pas répondu, j'étais une dame. Et je ne mets plus les pieds dans une synagogue parce qu'elles sont en France, elles sont toutes devenues des soutiens. Alors, vous voyez comment toute cette idéologie-là qui est soutenue, et je crains que ils sont tellement pleins d'une idéologie, de concepts théologiques complètement bidons, que cette notion d'éclatement et de découvrir leur culpabilité, certains effectivement, mais une bonne partie, ce n'est pas le cas. Nous savons qu'il y a une croissance assez importante des suicides des gens qui ont été à Gaza, mais eux, mais la majorité des gens, y compris dans ma famille, restent accrochés à leur idée que vous avez Julien Drey, par exemple, disait qu'à Gaza, il y a des pâtisseries, des glaciers qui lui offrent. Vous voyez, on est dans la notion de folie collective a pris un sens et une dimension à laquelle on ne s'attendait pas et à laquelle nous assistons. Je voudrais ajouter une anecdote très courte à propos de rabbins. J'ai été cité, je suis cité maintenant un certain nombre de fois comme témoin dans les procès pour apologie de terrorisme. Et je me suis rendu, le jugement n'a pas été rendu, je ne vais pas donner trop de détails, mais je suis optimiste. Je me suis rendu dans une de ces cours et m'étant assis avant d'être auditionné, j'ai vu arriver quelqu'un avec une kippa sur la tête et puis avec les fils qui pendent de la ceinture et je me suis dit aïe aïe aïe, ça va peut-être être chaud. Eh bien, c'était tout simplement le rabbin de la synagogue qui était venu défendre son copain, l'imam de la mosquée, qui était mis en cause. Donc, je crois qu'il ne faut pas désespérer. D'accord. Ceci dit, je pense que le clivage existe et qu'une partie malheureusement importante, prise dans ce fantasme messianique, que je considère d'ailleurs comme n'étant pas juif, mais enfin ça c'est notre histoire, ils sont pris là-dedans et ils ne lâcheront pas le morceau. Et ça fait 2 ans que ça dure, plus de 2 ans maintenant. On ne voit pas vraiment des craquements dans la population israélienne. 80% dans les sondages disent ils en ont peut-être marre de Netanyahou, mais ils sont pour la suppression de la population palestinienne habitant sur ce territoire. Alors, pour rebondir sur une petite note d'espoir et pour revenir sur ce que tu avais déjà abordé, Gérard, donc au milieu de ce désert, il y a un acte de résistance inouïe, c'est cette fameuse faculté de médecine de Gaza qui vient de rouvrir. Les étudiants reprennent leurs cahiers là où les murs sont tombés. Ma question, Christophe, pratiquement, comment enseigne-t-on la vie au milieu de la décomposition? Quel type de médecine de résistance ces étudiants sont-ils en train d'inventer loin des protocoles occidentaux? Écoutez, ils l'ont inventé il y a déjà un certain temps, puisque cette faculté de médecine a été créée avec un enseignement en anglais, c'est-à-dire que les cours sont en anglais, les banques de données sont ouvertes, et donc cet enseignement, il ressemble terriblement à l'enseignement que nous connaissons et que j'ai pratiqué pendant des années. Je me souviens qu'une fois, Mofid Moukalalati m'avait fait inviter à voir l'université, la fac de médecine. Il m'avait poussé dans une salle sans me prévenir où il y avait une 50aine d'étudiantes d'ailleurs qui avaient suivi Gérard va délirer là-dessus. En tant que prof d'anatomie, je parle de subi, mais qui avaient suivi l'enseignement d'anatomie. Et Mofid m'a dit, posez toutes les questions que tu veux.
Et je me suis mis au tableau et j'ai commencé à faire des dessins, à les interroger en les pointant du doigt pour être sûr d'interroger tout le monde, même ceux qui étaient au dernier rang. Bon, j'ai vu évidemment qu'ils avaient d'excellentes connaissances parce que d'abord, ils ont un système de recrutement qui est les meilleures notes du baccalauréat. Donc, vous avez les meilleurs étudiants et les meilleures étudiantes à parité qui sont pris. Donc, ce sont des gens dont on est sûr qu'on peut les mener jusqu'à la profession médicale, jusqu'au terme, à condition de les accompagner avec tous les problèmes de finances, de bourse, etc. Mais ils sont excellents. Et parallèlement, eh bien, ont été créés des systèmes d'évaluation. Et il y en a d'un qui me tient particulièrement à cœur, là aussi, eh bien, ce sont les congrès de médecine, les congrès de chirurgie. Moi, j'ai assisté au moins 3 fois à des congrès chirurgicaux avec notamment ce qui existe dans certains pays anglo-saxons, eh bien, la session des résidences, c'est-à-dire qu'on demandait aux étudiants en médecine de dernière année eh bien, de préparer pendant plusieurs mois une communication scientifique dans les formes les plus parfaites de la communication scientifique, temps de parole, bibliographie. Et je me souviens d'avoir vu, par exemple, une jeune fille faire une communication remarquable sur morbidité, mortalité comparée du cancer du sein dans la bande de Gaza par rapport à la Cisjordanie. Dans la bande de Gaza, l'un des éléments importants dans cette étude, c'est que les Israéliens n'autorisent pas la radiothérapie pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la sécurité. Autrement dit, les femmes de Gaza sont très, très négativement impaired, comme on dit, du fait de cette absence de radiothérapie. Et je dois dire que cette jeune fille avait fait une communication dans un anglais parfait, remarquable. Et à la fin de cette communication, elle s'est tournée vers l'auditoire qui était constitué de vieux barbons comme moi, de chirurgiens d'un certain âge. Et elle nous a regardés et elle a dit, la semaine dernière, c'était la semaine ou la journée mondiale du cancer du sein. Et qu'est-ce qu'on a fait à Gaza? Rien. Elle est retournée s'asseoir. Eh bien, figurez-vous, j'ai trouvé qu'elle avait un culot formidable, que sa communication était excellente. Eh bien, figurez-vous que ces vieux barbons dont je faisais partie, mais je n'ai pas participé au vote, étant un étranger, eh bien, lui ont décerné le prix de la meilleure communication. Donc, vous voyez que des personnalités étonnantes, on en rencontre très régulièrement à Gaza. Et cette jeune femme, je l'ai rencontrée plusieurs fois par la suite, et elle est devenue, 5 ans après, la première femme chirurgien entièrement formée à Gaza, qui n'a jamais mis les pieds en dehors de la bande de Gaza. Et je l'ai revue encore, d'ailleurs, dans un Xème assaut glorieux, entre guillemets, de l'armée israélienne sur l'hôpital Shifa, où elle a été délogée, où elle est partie à pied jusqu'à Khan Yunis sous les colibets des soldats israéliens. Voilà, cette bande de Gaza est pleine de ressources extraordinaires, et je suis convaincu qu'ils auront le dessus de cette affaire. C'est à nous de les aider, en particulier, eh bien, de cesser cette complicité épouvantable des pays occidentaux, en particulier de la France. Peut-on faire, Christophe, le parallèle avec la grève des étudiants algériens en 1956? Vous aviez déjà évoqué cette histoire-là. Est-ce que la formation médicale est devenue le nouveau front de libération nationale? Alors ça, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, Nacera. En effet, pour l'histoire du mouvement politique, de l'islam politique dans la bande de Gaza que j'ai étudié depuis pas mal d'années, c'est vrai que c'est le syndicat des médecins de Gaza qui s'est fondé et qui est à l'origine de la Moujama Islamia, c'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours eu une association avant l'association, avant le Hamas, pour ne citer que lui, il y a eu la Moujama Islamia, et avant la Moujama Islamia, il y a eu le syndicat des médecins de Gaza qui avaient tous été formés à l'étranger
et qui est devenu quelque chose, un véritable fer de lance. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on me pose souvent, qui est faussement naïve, qui apparaît naïve, mais qui est intéressante, en disant, il y a des chrétiens à Gaza, est-ce qu'il y a des chrétiens au Hamas? Eh ben, la réponse est oui. La réponse est que dans les fondateurs, eh bien, il y avait plusieurs chrétiens qui font partie de tout ça, et puis dans les personnalités. Mais je veux dire que lorsqu'on va au congrès de chirurgie de Gaza, on ne se pose pas la question, quand quelqu'un est à la tribune, de savoir s'il est musulman ou chrétien. Mais c'est vrai que les médecins ont un rôle historiquement dans ces mouvements révolutionnaires qui est fréquent. Merci. Gérard, étudier Oui. l'anatomie et la vie quand on est entouré de débris humains, n'est-ce pas la forme la plus radicale de sublimation? Est-ce que devenir médecin est pour cette jeunesse l'unique moyen de ne pas céder à la haine ou à la folie? Je pense que l'oppression, parce que ce que vivent les Gazaouis, c'est une oppression incroyable et sans limite. C'est un avantage, peut-être. Ça crée des personnalités exceptionnelles. Nous avons de grands écrivains qui sont nés sous la botte tsariste, hein, les Dostoïevski. Souvent, les sociétés opulentes, Gaza subit vraiment quelque chose qui. Et je pense que tu as raison, Nassera. La médecine, en tant que touchant à la frontière de la vie et de la mort, c'est une des armes psychologiques, peut-être, pour ceux qui s'y engagent, extrêmement importante. Devenir médecin, c'est parier sur la vie. Quelqu'un un jour est venu me voir, il en avait marre de vivre. Il était assez âgé, même un type assez exceptionnel, je ne dirai pas son nom. Il m'a dit, je ne veux plus continuer à vivre parce que je suis trop vieux, j'ai un pacemaker, je suis rassasié. Je lui ai dit, cher ami, on m'a appris à sauver des vies, on m'a pas appris à tuer des gens. Ça pose un problème avec ce qu'on veut faire aujourd'hui avec le suicide assisté. Alors, je voudrais quand même, à propos de la note optimiste, quand même, il y en a une. Il y a en Israël quand même une association des médecins pour les droits de l'homme. Et j'ai connu l'un d'entre eux qui a été le président, qui s'appelle Raphaël Walden. Raphaël Walden n'est pas un médecin quelconque, il était le médecin de Shimon Peres, qui est un personnage assez ambigu. Et il était le sous-directeur de le grand hôpital, je ne sais pas comment il s'appelle cet hôpital, mais qui est à Kiryat Ono, un endroit à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv. C'est le plus grand hôpital d'Israël. Et ils ont là-bas, installé des faux corps, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des corps, mais qui sont en plastique, mais qui ont tous les organes comme pour un être humain, avec tout un appareillage de processeurs divers et variés, ce qui permet aux étudiants d'opérer, de faire toute une série de manipulations sans porter la main à un être vivant. Et ce Rafi Walden m'a raconté comment il avait fait venir une vingtaine, ou je ne sais pas combien, une vingtaine, une trentaine même, d'étudiants en médecine de Gaza. Ils sont allés dans cet hôpital à Kiryat Ono et ils ont passé 15 jours, 3 semaines de formation sur ce corps, comment on pourrait appeler ça, ce corps fictif, en plastique si vous voulez, mais qui est exactement comme un corps humain et sur lequel on peut. Et ils ont passé, paraît-il, après, on leur a donné quelques vacances à Tel Aviv, etc. Et il m'a dit, c'est créé entre nous et ces gens-là un lien d'amitié, de sympathie très fort. Donc, c'est pour apporter une note un peu optimiste en faveur de certains mouvements, mais qui sont malheureusement très minoritaires. Oui, il faudra énormément de temps pour que ces liens se tissent, et c'est pour ça que la position du mouvement Hamas, qui est la même depuis des dizaines d'années, eh bien, c'est la proposition d'une trêve de longue durée, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il faudra bien ça pour que le dialogue s'installe, pour qu'un certain nombre de haines disparaissent. Et cette espèce de feuille de vigne qui consiste pour certains à dire
Ah ben moi, de toute façon, je suis pour la solution à deux États. Bon, ça n'a aucun sens et tout le sens de notre, sinon on peut parler de sens à notre diplomatie, eh bien, qui consiste à mettre face à face le bourreau et la victime en disant allez-y négocier. Tout ça véritablement ne fait que prolonger les choses. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que le génocide en cours se poursuivra tant que le Hamas, au moins sa branche politique, ne sera pas retirée de la liste des organisations terroristes. À ce titre, avec cet argument qui est mortifère, qui paralyse complètement notre diplomatie, eh bien, je crois que malheureusement, cette hémorragie qui existe aujourd'hui, ce massacre, eh bien, va se poursuivre, mais ça n'empêche pas, eh bien, l'enseignement de repartir et un certain nombre d'initiatives d'apparaître. Mais cette qualification Hamas terroriste, est-ce qu'elle est propre seulement à la France ou bien est-ce qu'il y a des pays qui reconnaissent le mouvement Hamas comme un Alors, mouvement? la France est dans une position particulièrement incohérente puisque il y a pour les trois mouvements de libération nationale palestiniens, en gros le Fatah, le FPLP et le Hamas, il y a trois classements différents. Le FPLP, par exemple, il n'y a que la branche politique qui est classée terroriste et non pas la branche militaire, enfin bref. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le classement pour la France du Hezbollah. Le Hezbollah a sa branche militaire qui est classée terroriste et sa branche politique ne l'est pas. Alors on se dit, bah oui, au Liban, il y a des députés, il y a même des ministres du Hezbollah au gouvernement. Et en même temps, c'est exactement la situation du Hamas qui non seulement a eu des députés et des ministres, mais même a remporté la majorité des sièges au Parlement. Cette liste européenne est une véritable honte. C'est un verrou qui a été constitué, qui est très difficile à faire sauter, un peu comme le droit de veto aux Nations Unies des membres permanents. Pour que sortir de la liste des organisations terroristes européennes, il faut que celui qui a demandé de l'y mettre en face à la proposition, ce qu'on pourrait imaginer, mais il faut ensuite que ça soit admis par l'unanimité des 28 membres de l'Union européenne. Alors, quand on voit la différence entre la position espagnole ou la position irlandaise ou même la position belge et la position française, évidemment, c'est un horizon qui n'apparaît complètement bouché. Voilà. Mais non, le combat, il est ici. Hein. Il est en France. La France est l'un des pays leaders, qu'on le veuille ou non, en Europe. Le combat, il est ici. Et dans ce combat, je pense qu'on est un peu terrorisé, on est un peu inhibé. Si vous passez sur un média, ça ne nous arrive pas souvent, les médias mainstream, si vous voulez, il faut déclarer que le Hamas est un mouvement terroriste. Si vous dites ça, vous risquez la justice. Et donc, on est très timoré. On devrait changer notre orientation et dire nous défendons le Hamas politique n'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement national, patriotique, palestinien. Et ça, on n'ose pas le faire. Même des gens très engagés, je ne sais pas. Je n'entends pas souvent, à part chez Christophe d'ailleurs, une défense du côté de ce que le Hamas est véritablement, comme encadrement, comme étant celui qui a organisé ces universités gazaouies, etc. On ne l'entend pas. On a peur. On a raison d'avoir peur, puisque les répressions tombent très vite, comme on l'a vu récemment sur le colonel Jacques Beau, qui est dans une situation insupportable. Donc, la situation de Jacques Beau est particulièrement inquiétante parce que, ayant été l'objet de sanctions qui sont des décisions strictement politiques, eh bien, le recours à la justice est très, très limité. Et donc, on sort là, une fois encore, complètement du droit. C'est un antécédent inquiétant. C'est aussi le cas des juges de la Cour internationale de justice qui ont eu des sanctions qui leur rendent la vie. Et puis le Mossad est prêt à faire des choses épouvantables,
On se rappelle du juge au moment de l'attaque d'Israël, au moment, je ne sais pas si c'est le plomb d'Ursu ou je ne sais pas lequel, où un juge international avait fait un rapport. Et ce juge était juif d'ailleurs, et il y a eu de telles pressions du Mossad, et quand on dit pression, c'est des menaces. Il a retiré son rapport. Donc véritablement, on ne s'amuse pas, hein. On est vraiment devant des situations, une guerre cruelle à tous les niveaux. Je voudrais rebondir sur ce que Christophe avait déjà sous-entendu. Donc, on ne peut ignorer le rôle de la France entre le mutisme de l'ordre des médecins et l'influence d'organisations comme Elnet. Le silence est assourdissant. Christophe, vous dénoncez la sanctuarisation diplomatique d'Israël. Comment expliquez-vous que les facultés françaises, si promptes à s'émouvoir pour d'autres causes, n'aient pas eu un mot pour la torture, par exemple, du docteur Abou Safia? Est-ce le résultat d'un lobbying institutionnel efficace qui a anesthésié l'éthique médicale? Alors là, vous ouvrez une porte, tu ouvres une porte, Nacera, qui me tient à cœur, là aussi, décidément. La position de l'ordre des médecins est véritablement honteuse, et lorsque un petit groupe de médecins et de jeunes femmes médecins en particulier que je connais, se sont attelés à la tâche d'essayer d'obtenir une déclaration de l'ordre des médecins. Et ce n'était pas très difficile parce que l'ordre des médecins français a fait un texte de 2 pages très clair, très bien écrit, concernant le soutien au système de santé et aux médecins attaqués en Ukraine. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un simple coupé-collé à faire pour faire une déclaration au moins honorable. Et ce groupe de jeunes médecins a fait le siège des conseils départementaux des médecins, n'a pas réussi à atteindre la tête du Conseil de l'ordre qui n'était jamais disponible. Et donc le Conseil de l'ordre se couvre de ridicule et de honte en refusant absolument de condamner les attaques médicales. Donc ça, c'est le premier point. Puis il y avait autre chose dans ton intervention, c'était le résultat d'un lobbying institutionnel. Oui, alors, je crois déjà que les médecins, je pense que Gérard en aura plus à dire que moi, les médecins, en tout cas dans nos pays, sont le mode de sélection est tellement effroyable, injuste et meurtrier, parce qu'il y a des étudiants en médecine qui se suicident, ou qui se suicidaient, en tout cas, après 2 ans et un échec à 1 millième de point près. Donc, on a tendance à former des gens extrêmement individualistes. On sélectionne au départ les individualistes, ceux qui rêveraient de tuer le double, comme disait Gérard tout à l'heure. Et donc, une fois qu'ils ont passé cette barrière atroce, épouvantable à passer, eh bien, ils se trouvent dans la situation de « on a droit à ». Donc, on a droit à s'installer n'importe où, on a droit à, même si on a fait des études gratuites ou presque, à pratiquer les tarifs qu'on veut pratiquer. Voilà, il y a une certaine revendication. Donc, le médecin, par la sélection dont il est l'objet, est quelqu'un qui souvent est très, très individuel. Alors, quand un de mes amis m'a appelé après le 7 octobre en me disant qu'il allait lancer une pétition de médecins, je lui dis « bon courage, bon courage ». Eh bien, c'est un syndicaliste, et les syndicalistes sont des gens opiniâtres qui travaillent et qui le temps ne leur fait pas peur. Bien, je dois dire qu'il a obtenu des résultats avec beaucoup, beaucoup de signatures, et en faisant simplement, en regardant la liste des signataires, eh bien, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des médecins français à nom et à prénom d'origine maghrébine. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'autres. Et donc, ça, c'est quelque chose qui doit nous rendre optimistes. Ça veut dire que le corps médical, une partie en tout cas, la base de ce corps médical, se sent concerné. L'ordre des médecins en France ne représente plus personne. Les taux de participation aux élections est extrêmement faible. Donc, c'est quelque chose qui est en voie de désagrégation. Mais les médecins sont quand même difficiles à mobiliser, c'est vrai. Cela dit, lorsqu'on fait des appels pour partir en mission humanitaire, il y a beaucoup de gens qui se bousculent. Je crois que Médecins sans frontières
reçoit 50 dossiers, non pas de médecins, mais reçoit 50 dossiers de propositions chaque jour. Oui, c'est le travail de Médecins sans frontières ou de Médecins du monde. Mais moi, ce qui me frappe chez les médecins, c'est leur manque de culture. Les études de médecine sont telles qu'elles prennent tout le temps des gens. Nous avions autrefois en France des grands médecins qui étaient en même temps des gens d'une grande culture. Et hélas, aujourd'hui, la notion de culture a un peu disparu chez les collègues. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés. Donc, lire un livre de philo, ceux qui le font, il y en a à Marseille, par exemple, il y avait un petit noyau à Marseille qui a voulu développer la question de l'éthique, de la philosophie, etc. Eh bien, ils sont persécutés. C'était au moment de l'affaire du Covid, qui a été le terrain d'essai d'ailleurs de ces méthodes coercitives. Et le niveau moyen culturel du médecin est très bas, et si bien qu'ils disent ils ne pensent qu'à leurs petites affaires, sauf une petite minorité syndicaliste, j'en connais quelques-uns, du côté de Grenoble, par exemple, syndicat Force ouvrière qui, eux, font des actions pour la Palestine, mobilisent, mais malheureusement, là aussi, l'essentiel du corps médical est quand même très en retrait dans cette affaire. Je confirme, j'ai mis plus de 6 mois à publier une tribune dans laquelle vous avez participé. Donc c'était relativement compliqué et de toucher les autres encore plus, et beaucoup étaient plus que timorés. On a eu quand même 200 signataires, bref. C'est pas beaucoup. C'est déjà beaucoup, oui, mais c'était un vrai travail. Christophe, justement, nous arrivons au terme de ce constat de désolation. Vous défendez depuis longtemps l'idée que le cadre des deux États est devenu une fiction diplomatique servant de paravent à la colonisation. Au regard du médicalicide que nous venons d'analyser, où le système de santé est utilisé comme un outil de tri entre les vies qui méritent d'être sauvées et celles qui peuvent être sacrifiées, est-ce que le projet d'un État unique démocratique n'est pas devenu l'unique issue réaliste? Autrement dit, le droit à la santé pour tous, sans distinction de religion ou d'ethnie, n'est-il pas le premier pilier sur lequel nous pourrons enfin reconstruire une justice sur cette terre et sortir de cette gestion de la mort permanente? Oui, je crois que ce que tu as dit est tout à fait sensé. Et la question, c'est que le niveau de violence actuel ne permet pas d'envisager une signature par quels acteurs d'ailleurs, puisque du côté israélien, il n'y a pas d'acteurs en ce sens. Il n'y a pas d'acteurs revendiqués ou élus, il n'y a pas de représentation. Et de toute manière, la situation est trop effroyable. Elle est en plus mouvante, puisque rien n'a été arrêté. Le génocide est toujours en cours et il restera tant que certains acteurs, notamment occidentaux, n'auront pas modifié leur comportement. Alors on peut toujours regarder à l'horizon du mandat américain suivant ou du mandat français suivant pour espérer une modification. Mais en tout cas, le temps sera nécessaire. Alors, évidemment, la solution, c'est l'égalité des droits, comme c'était la revendication algérienne, et la puissance colonisatrice n'y a rien compris, et jusqu'au dernier moment a refusé absolument de faire face à l'évidence. Mais l'égalité des droits est évidemment le seul horizon possible, et cette égalité des droits, elle mettra du temps. Je me souviens que l'un de mes grands-pères, chirurgien d'ailleurs, qui avait fait les deux guerres, ou plutôt la première guerre dans les tranchées, et après la deuxième guerre, je me souviens, il me disait je ne peux pas imaginer qu'en Allemagne, quand je vois l'imprégnation idéologique d'une partie de la population et de ses dirigeants, je ne peux pas imaginer qu'il ne reste pas des millions de nazis en Allemagne. Et je crois qu'en Israël, eh bien, il faudra beaucoup de temps pour que la défascisation puisse faire son œuvre et que l'on puisse parler et réaliser l'égalité des droits. Mais de toute façon, c'est le seul horizon possible. Une petite anecdote quand même, à Paris, un jour est venu un certain Yossi Bélin. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est l'artisan des accords d'Oslo.
C'était le ministre des Affaires étrangères israélien, et puis c'était surtout, ça a été pendant quelque temps, le collaborateur le plus direct de Shimon Peres. Il était à Paris, et il a fait une conférence, j'y ai assisté, et comme je parle hébreu, j'ai été le voir, je lui ai dit, que pensez-vous d'un État binational avec l'égalité totale des droits et des devoirs? Il m'a dit, je ne vivrai jamais dans un pays comme ça. Donc, c'est un homme qui se classerait, comme on dirait, du côté de la gauche, un peu comme la gauche française, quoi, la gauche socialiste française. Pour lui, l'idée d'un État binational était impensable. Donc, il ne s'agit pas seulement de défasciser mais même le corps du sionisme. Le sionisme lui-même est imprégné par cette idée. Et donc, l'adversaire idéologique, c'est le sionisme lui-même. C'est pour ça que, personnellement, j'ai fait un essai pour montrer que il va falloir désioniciser l'idéologie de beaucoup de gens. Vous dites ça, vous êtes mal vu, hein, je vous le dis tout de suite. J'imagine. Je voulais quand même malgré tout te poser la question, même si tu as répondu, mais l'État unique, c'est aussi le passage du mur à la cohabitation. Donc, psychanalytiquement, est-ce que cette perspective n'est pas la seule qui permettrait une guérison du trauma collectif, justement, en sortant de la logique de l'exclusion absolue pour rentrer dans celle de la reconnaissance mutuelle? Comment soigne-t-on une société après un tel traumatisme, Gérard? Dans l'horizon à court terme ou même à moyen terme, c'est pas pensable. Comme l'a dit Christophe, ça va demander, à moins que, je vais vous dire une horreur, il faut que Israël prenne une baffe. Israël, des astres qui amènent les Israéliens et les Juifs qui vivent là-bas à se dire peut-être qu'on s'est trompé de chemin. C'est ce que j'avais dit un jour à un journaliste du Point, là, à Skolovitch. Je lui ai dit la seule solution, c'est une baffe. Il faut qu'Israël prenne une baffe, une défaite. Sans une défaite militaire, économique, ils ne bougeront pas. Alors dire ça, évidemment, on n'est plus qu'un traître, on est un super traître. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de vaincre cet État sioniste. Il n'y a pas d'autre solution. À partir de ce moment-là, il y aura une remise en question. Mais là, pour l'instant, ils sont malgré tout tellement imbus de leur succès militaire, c'est un rôle de succès d'ailleurs, et de leurs résultats technologiques et autres. Le narcissisme israélien qui a atteint un niveau, une pathologie infinie, obstrue toute envisager une solution, une remise en question de l'intérieur du pays. Je vous invite à une conclusion chacun. Christophe? Moi, je suis un incorrigible optimiste. J'applaudis des deux mains quand je vois mes amis qui relèvent la tête, repartent non pas à la bataille, mais dans la bataille de l'éducation. Et j'apprécie énormément d'avoir ces contacts. On ne les oublie pas et ils ne nous oublient pas. Je crois qu'ils sont sur un bon chemin. Un certain nombre d'étapes ont été franchies. On sait que les Palestiniens ne partiront pas. On sait que la Cisjordanie, même si elle est annexée sur le papier par un gouvernement X, et bien que ça ne sera pas accepté. Je crois dans les institutions internationales. Elles sont imparfaites. Les plus anciennes ont été créées pour les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais je crois profondément dans l'action de la justice internationale, que ce soit la Cour internationale de justice ou la Cour criminelle, la Cour pénale. Donc je crois que la présidente, par exemple, de l'Assemblée générale des États parties à la Cour, à la CPI, a été très très claire dans ses dernières déclarations. Elle signale l'appui de tous les États qui soutiennent contre les menaces qui pèsent sur les juges. Elle a cité l'appui officiels et aussi les appuis discrets, parce qu'il y a beaucoup de petits pays qui ont peur des sanctions, notamment américaines. Donc, je crois que l'ONU fait un très bon travail. L'UNRWA ne sera pas démantelé. Il y a beaucoup de grandes déclarations de rodomontade qui se heurtent au mur de l'échec assez vite. Vous voyez, dans les projets qui sont
échafaudés pour la bande de Gaza, on sait très bien qu'ils n'auront pas lieu. C'est même pas la peine de s'y intéresser. Vous voyez, il n'y aura pas de nouveau canal de Suez à travers la bande de Gaza, il n'y aura pas de Riviera, il n'y aura pas de Palestiniens, d'État palestinien en Ouganda ou ailleurs. Donc, je crois que c'est l'avenir, au fond, il est à la justice, et la justice internationale est là. Et nous, dans notre pays, il faut s'appuyer sur les juges parce que notre justice locale eh bien, est un petit peu mise en difficulté. Et donc, il y a un terrain pour les militants. Vous savez, il y a par exemple 10 ans, alors que l'on se moquait de nous, Gilles Devers et moi-même, lorsqu'on parlait, on faisait plus qu'en parler. Il y a un petit livre qui date de 2014, vous voyez, ça fait plus de 10 ans, où l'on a mis en couverture eh bien, des cartes à jouer, où il y avait, un peu comme les soldats américains en Irak, ils avaient chacun une carte à jouer avec 52 visages qui correspondaient aux dirigeants irakiens à arrêter, à reconnaître immédiatement. Et nous, on avait fait un petit livre, et sur les cartes à jouer, bien, il y en avait une, c'était la tête de M. Netanyahou. Et bien entendu, on nous disait, ça n'arrivera jamais, vous voyez, c'est pas possible. Et bien si, c'est arrivé, et la suite, ça arrivera aussi. Merci Christophe. Gérard? L'optimisme de Christophe est vraiment réjouissant. Mon maître Leibowitz avait une devise. Il disait, c'est celle de Guillaume d'Orange: il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc c'est ce que nous faisons. Optimiste ou pessimiste, on n'arrête pas d'avoir une parole qui, à l'échelle qui est celle de chacun, qui est plus ou moins efficace, plus ou moins importante. Évidemment, la parole de Christophe, chirurgien ayant travaillé, est extrêmement importante. Donc, je pense que les Gazaouis, c'est pour nous quand même, curieusement, ces gens-là sont des sources d'espérance pour nous. Comme quoi l'humanité, on la détruit pas si facilement que ça. Et je suis content de voir que beaucoup d'anciens déportés juifs, des enfants de déportés, parce qu'on dit souvent l'État d'Israël, c'est l'État des déportés, c'est totalement faux, c'est pas vrai du tout. Et je vois combien d'enfants ou même des vieilles personnes qui ont été déportées sont à l'avant-garde dans le monde juif pour condamner cette politique criminelle de cet État nazi qui s'appelle Israël. Merci infiniment Christophe, merci infiniment Gérard. À Gaza, soigner est devenu un crime aux yeux de l'oppresseur, mais c'est une lumière pour l'humanité. Hussam Abou Safia, du fond de sa cellule, et les étudiants gazaouis sous leur tente nous rappellent que le savoir est une arme de libération. Mais ce combat pour la vie ne doit pas rester isolé derrière les murs de Gaza. Avant de nous quitter, je voudrais vous inviter à un acte concret. L'association PALMED, l'association des médecins palestiniens en Europe, réalise un travail colossal pour maintenir cette flamme allumée, notamment à travers le parrainage des étudiants en médecine. Je vous invite instamment à vous rapprocher d'eux. Ne vous contentez pas d'observer la tragédie. Allez à leur rencontre, découvrez leur programme, soutenez ces futurs médecins qui demain reconstruiront Gaza. En parrainant un étudiant, vous ne donnez pas seulement de l'argent, vous devenez un maillon de la chaîne de transmission que l'oppresseur tente de briser. Allez vers eux, engagez-vous à leur côté. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt, comme vous l'avez compris, notre média a fait peau neuve. Restez connectés car le prochain chapitre de notre engagement pour la vérité s'écrit maintenant avec vous. Belle soirée à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup.